Bon, je suis d'abord biologiste marin en fait. Parce qu'à la limite, la seule formation que j'ai fait, c'était la biologie marine, l'écologie marine. Voilà, donc la photo, j'y suis venu parce que c'est la photo sous-marine, elle a quelque chose de très légitime. Je prêche pour ma paroisse, mais c'est un peu la photo la plus légitime qui soit, puisque c'est ramener des images d'un univers où on ne peut pas s'installer, où on ne peut pas vivre, où on ne peut qu'aller et revenir. Donc le plus simple est de revenir avec des images. Donc, quand j'ai commencé à faire des photos adolescents, c'était ça, pour prolonger les observations sous-marines qui étaient toujours trop courtes. En fait, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un contexte complètement décalé, en vacances, enfin, quand il vivait en Corse, moi j'y étais aussi. Et puis finalement, quelques jours après, il me rappelait pour partir en repérage en Nouvelle-Zélande pour vous. Voilà, il mettait un scientifique, moi il me considérait comme un scientifique, pas du tout comme un homme d'image. Mettre un scientifique dans les pattes d'un réalisateur de tournage, de documentaire. Donc d'ailleurs au début c'était un peu compliqué, je trouvais vraiment pas ma place. Et puis comme il m'a laissé un peu de temps, c'est un voyage qui a duré quand même 1 mois. Et au final, voilà, j'ai ramené j'ai pondu mon petit rapport d'étudiant, introduction, matériel et méthode, tout. J'ai fait mon truc hyper sérieux, site numéro 1, intérêt scientifique, intérêt écologique, machin. Voilà. Et j'ai remis ce rapport en ayant honte. En disant, et puis il a regardé ça et putain, ça fait 10 ans que j'attends ça. J'ai dit, bah, écoute, moi je peux faire ça à chaque fois. Hein, pas... voilà, et puis ça, voilà, ça a démarré comme ça. Au départ, c'était juste pour faire une espèce de conseils en écologie marine auprès des réalisateurs, mais un peu derrière la caméra. Et puis très vite, dès le premier tournage d'ailleurs, hop, il m'a mis aussi devant pour lui donner le change, pour répondre à des questions qui se posaient, etc. Voilà comment tout a démarré. Voilà. Après, c'était pas une activité à plein temps, hein, ça a été extraordinaire, ça a duré plus de 10 ans, j'ai fait 35 expéditions avec lui. Bon, c'était super, mais c'était 2 à 3 mois par an, grand maximum. Voilà. Bon, quand on s'intéresse à la biologie marine, l'histoire scientifique et l'histoire tout court d'ailleurs, l'histoire presque romanesque du sélacanthe, ça laisse aucun étudiant indifférent. Imaginez, c'est la découverte, c'est comme si on découvrait qu'un dinosaure est toujours vivant aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé en 1938 quand des chercheurs sud-africains ont dit les sélacanthes n'ont pas disparu, quoi. On en a trouvé un, voilà. D'ailleurs personne n'y croyait à l'époque. Et donc, quand tu fais des études de biologie marine et qu'on te parle du sélacanthe, les professeurs, forcément inspirés par cette histoire incroyable, cette redécouverte incroyable, te parlent autant de l'histoire humaine autour de sa découverte que du poisson lui-même. Donc, ça fait rêver un peu plus. Et, le rôle du biologiste prend une dimension d'explorateur, de découvreur. Quand tu aspires à ça, tu te dis, voilà, c'est le poisson qu'on a tous envie de découvrir. Donc voilà, et puis moi j'étais quand même, avant de me sentir biologiste, je me suis toujours senti plongeur. Et quand j'étais étudiant, la perspective de plonger avec le sélacanthe était totalement impossible, c'était une sorte de délire, puisque, les techniques de plongée n'existaient pas à cette époque-là, et 2, le sélacanthe, on savait qu'il existait, mais on ne l'avait toujours pas localisé. On savait qu'il y en avait dans le canal du Mozambique, plutôt aux Comores, mais aussi à Madagascar, aussi, voilà. Donc c'était juste un délire. Et puis en 2000, j'ai entendu parler de 2 plongeurs qui étaient morts en essayant de filmer le sélacanthe en plongée en Afrique du Sud. Puis j'ai commencé à me renseigner, j'ai appris que c'était vrai, que Nelson Mandela avait créé un parc marin suite à cette découverte dans les années 2000. Et puis voilà, ce rêve complètement fou est devenu de manière très, très naturelle, mais très, très lente, un projet de plus en plus sérieux. Et il a fallu quand même passer de 2000, le jour où j'ai appris l'existence de ce lieu, à 2010 pour réussir à monter cette première expédition et puis se retrouver face à face avec lui. Alors ça c'est surtout 2013. 2010, quand on est allé la première fois, c'était surtout pour montrer
qu'on était capable de faire cette plongée, qu'elle n'était pas utopique. On pouvait être près d'un sélacanthe à grande profondeur et autrement que dans une perspective de plongée record au bout de ses forces, quoi. On pouvait être serein et faire un travail consciencieux même à ces profondeurs-là. Et à partir du moment où on avait prouvé ça, on y est retourné en 2013. Il a fallu 3 ans pour monter le projet scientifique cette fois-ci, en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle, avec la bénédiction de Gilles Boeuf d'ailleurs, et surtout le rôle très actif de Gaël Clément, paléontologue au muséum. Et on a monté un protocole avec tout un tas d'équipements qu'on avait développés pour l'occasion, une double caméra stéréoscopique pour pouvoir filmer sous 2 axes complètement différents. Ce n'est pas le principe de la 3D où tu filmes finalement très très près. Là, c'est une caméra qui filme à l'horizontale et une à la verticale, l'animal est au milieu. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir modéliser en 3 dimensions les mouvements complets de ces nageoires. Et comme le squelette du sélacanthe est parfaitement connu et même modélisé, animer ce squelette en 3 dimensions et pourquoi pas comprendre un peu s'il y a un lien entre le mouvement de ces nageoires pédonculées et les premiers pas des vertébrés terrestres il y a 370 millions d'années. Alors c'est Gombessa 2, même si ça n'a rien à voir avec le sélacanthe, mais l'esprit y est, c'est-à-dire un mystère scientifique à creuser, un challenge de plongée à relever et puis des scoops images à ramener. Quand il y a ce cocktail, ce trio-là, bah mes expéditions s'appelleront Gombessa et j'espère qu'il y aura Gombessa 15, 16, je sais pas, jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est comme les Rambo. Voilà. Et donc voilà, on est parti en Polynésie française. Le mystère scientifique, c'était cette agrégation incroyable de loches marbrées, un mérou du Pacifique, qui chaque année se rassemble par milliers. C'est sans doute plus de 5000 mérous qui se regroupent à un même endroit, une petite passe. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour faire un vieux rêve, une plongée de 24 heures. Et donc, bon, on l'avait prévu bien longtemps à l'avance parce que c'était un protocole de décompression totalement inédit. Et donc, voilà, j'ai passé 22 heures, entre 20 et 25 mètres. Et puis, je suis remonté pendant 2 heures, avec donc voilà, une décompression vraiment inédite, puisque des protocoles traditionnels auraient nous donné jusqu'à 20 heures de remontée. Et nous, on l'a fait en 2 heures en utilisant des gaz particuliers, avec toute une... Voilà. Donc on était très fiers de cette réussite aussi. C'est plongé à 900 mètres avec le calamar géant. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On ne connaît toujours pas la technique de plongée, on ne sait toujours pas où sont les calamars. Mais voilà, après tout, quand j'étais étudiant, c'était pareil pour le sélacanthe. Bon, ma première raison de partir faire des expéditions, c'est pas celle de sensibiliser, ça serait démagogue de dire ça. Ce serait complètement démagogue. Tant mieux, je suis vraiment heureux que ça ait du sens, que ça crée des vocations, enfin ce qu'on me dit en tout cas. Tant mieux. Mais la première motivation, elle n'est pas là. Il faudrait vraiment être un démagogue de première pour dire que c'est ça qui motive. Ce qui motive, c'est ce besoin d'explorer qu'a l'homme depuis toujours. Et il se trouve que... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que moi, en tout cas, ce qui me porte le plus, c'est ce besoin d'espace vierge. Quoi, Alors déjà, bien sûr, il a déjà une importance qui vous apprend à vous à organiser des manifestations, à créer des relations et que vous commenciez à piger très tôt qu'avoir des bonnes notes, ça n'a jamais suffi pour faire une carrière, ni pour acquérir des compétences. Quoi, et qu'il faut toujours cultiver les parallèles et que... Voilà, donc déjà, rien que ça, pour vous, c'est très formateur. Et après, c'est fédérateur de gens complètement différents. L'intervention de Gilles Boeuf, que j'ai suivi tout à l'heure, qui est une espèce de scientifique généraliste, qui a une vision globale de l'environnement qui est très pertinente, suivi d'une conférence très spécialisée sur la pollution liée et les cétacés, donc on est sur une problématique très très ciblée, pas forcément qui fait rêver d'ailleurs. Et puis, si j'ai bien compris, après moi, qui part d'expéditions naturalistes, histoire de dire que c'est encore possible. Voilà. Donc, ça permet en une même soirée, de passer par tous les registres qui font qu'on peut trouver des raisons de continuer à étudier. Et quand parfois, on a sans doute... Enfin, moi, j'ai été un étudiant tenté de
de baisser les bras plein de fois. Et je pense que c'est précisément quand il y a ce genre de manifestations qu'on retrouve de la motivation. Donc je pense que pour les étudiants, c'est très bon. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse, c'est la zone crépusculaire. C'est-à-dire cet écosystème qui est encore accessible à l'homme, aux plongeurs autonomes. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sous-marins, il n'y a pas besoin de moyens colossaux, des moyens qui coûtent des centaines de milliers d'euros par jour d'expédition. Quand c'est des plongeurs qui descendent sous l'eau, ça coûte pas cher finalement. Et cette zone crépusculaire, on va dire entre 60 mètres et 120 mètres par exemple, pour se donner cette marge-là, elle est globalement inexplorée sur Terre, enfin les océans. Donc oui, ça c'est un endroit, et en plus qui est très très riche. Voilà. Donc même avant d'aller explorer les abysses, il y a déjà toute cette zone-là avec des techniques de plongée qui se sont améliorées, des façons de faire qui montrent que ça devient possible. Et ouais, je pense que ça c'est un registre. On dit tout le temps que la biodiversité la plus importante c'est la biodiversité terrestre. Bah oui, il y a 1 million d'insectes, forcément. Mais on oublie que c'est dans les océans qu'on retrouve tous les groupes zoologiques. Sur Terre, il y a finalement très peu de groupes. Il y a ces insectes qui ont irradié toutes les niches écologiques, qui font un nombre d'espèces incroyable, mais c'est quand même sous l'eau qu'on retrouve la plus grande panoplie de groupes zoologiques, la plus grande diversité, je dirais, visuelle. Et donc, ouais, je pense que c'est encore vers les océans qu'il faut se tourner. Il y a encore plein de choses, mais bon, je suis mal placé je suis totalement pas objectif.